Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci infiniment de votre présence nombreuse ce soir. Dans 2 mois, va se tenir ici même à Nice une grande conférence consacrée aux océans. Ce sera l'UNOC, la conférence des Nations Unies consacrée aux océans. C'est une sorte de COP sur les océans. Alors, pour nous préparer à ce grand événement, il y aura les États membres de l'ONU qui seront présents, il y aura des associations évidemment, et puis des experts, des agences d'État, etc. Pour nous préparer à cet événement, il y a toute une série de conférences-débats qui ont été organisées, 6 conférences-débats, et c'est la dernière ce soir. Elle va être consacrée à SWOT, S-W-O-T. C'est un satellite vraiment étonnant, vous allez vous en rendre compte. Sa mission, en fait, c'est juste de mesurer la hauteur des océans, mesurer la hauteur des lacs, mesurer la hauteur des fleuves. Et à partir de cette seule mesure, il est possible de répondre à un très très grand nombre de questions fondamentales et de questions qui ont un impact dans notre vie de tous les jours. On va parler climat ce soir, on va parler des courants océaniques, on va parler de l'élévation du niveau des mers, et vous savez à quel point les littoraux doivent s'y préparer, et le littoral de Nice, entre autres. Ah, donc avec SWOT, préparez-vous à être étonnés. Commençons tout de suite, si vous voulez, avec les introductions. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous Patricia Demas. Elle est sénatrice des Alpes-Maritimes, présidente de la Commission numérique et innovation de la métropole Nice-Côte d'Azur. Richard Chemla, le docteur Chemla, qui est vice-président à la transition écologique à la métropole de Nice et adjoint au maire. Et puis Didier Lapierre, du CNES, l'Agence française de l'espace, qui est responsable des partenariats stratégiques. Est-ce que vous voulez bien les accueillir avec quelques applaudissements, s'il vous plaît ? Je vous propose, Madame la sénatrice, de lancer ces introductions. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Écoutez, c'est une grande joie que d'être avec vous pour ce moment privilégié, puisque nous assistons ce soir à la dernière conférence d'un cycle de 6. Donc, un beau préambule initié par le président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi, dans le cadre d'un partenariat efficace et surtout instructif avec le CNES, cher Didier Lapierre, qui interviendra dans le cadre du Centre national des études spatiales, et puis mon ami le docteur Richard Chemla, qui est aussi à l'origine de ce beau partenariat avec le Centre de découverte Mers et Montagnes. Richard a un gros investissement depuis longue date sur toutes les problématiques et les enjeux de l'environnement et de la santé. Et aujourd'hui, nous avons la chance, en tout cas tous ensemble, de pouvoir aussi également bénéficier de son expertise. Et puis, en préambule du temps de la découverte, si vous le voulez bien, j'aurai quelques mots de remerciement, parce que dans toute découverte et dans toute aventure, il y a d'abord une aventure humaine qui fait que l'aventure prend tout son sens. Et je voudrais avoir quelques mots de remerciement appuyés de votre part et de la nôtre pour toutes celles et ceux qui travaillent autour de ces thématiques dont les enjeux sont essentiels et sont au cœur de la vie, et aussi de ce moment plus particulier et privilégié. Je voudrais d'abord saluer l'animateur de cette cérémonie, notre journaliste Paul Debrem. Bravo à vous et merci pour cette animation. Oui, on peut l'applaudir. Je l'ai dit en préambule, Didier Lapierre et toute son équipe qui travaille avec nous tout au long de l'année sur des sujets enjeux majeurs, puisque aujourd'hui les données spatiales sont au cœur des analyses. Et merci encore de cette collaboration fort enrichissante, ainsi que Madame Delphine Leroux et Yanis Faugère, qui sont les experts de la soirée sur les prouesses de ce jeune né, satellite SWOT, dans ce que j'ai compris, à peine âgé de 2 ans, avec des performances idéales. En tout cas, j'ai compris aussi, et on peut en être fier, que c'est une aventure aussi locale, puisque nous avons, le partenariat et avec le CNES, mais aussi avec Thales à Cannes, pour pouvoir
j'allais dire, avoir la joie et puis tout l'intérêt d'avoir ce genre de satellite, donc nouveau-né avec de belles prouesses, et j'espère que, j'allais dire, son avenir nous permettra d'avoir encore de belles aventures à vivre ensemble. Je n'oublierai pas non plus de saluer Marc Bichel, qui est président, ainsi que Céline Brossard, qui est la directrice du Centre de découverte Mers et Montagnes. Saluer aussi et remercier du fond du cœur toute l'équipe technique sous la houlette de Damien Demarchelier. Ce sont les travailleurs de l'ombre, mais sans eux, rien ne se fait et rien ne se passe. Merci à toute l'équipe technique donc, de Cactus Média. Et puis, si vous me le permettez, je saluerai mon équipe avec Christophe Junac, Isabelle Rézère et Christian Gasquez qui nous accompagnent et qui sont aussi les fers de lance de cette belle aventure humaine. Et puis enfin, mes remerciements vont à vous, cher public, pour avoir pour être aussi nombreux ce soir, ce qui montre que tout l'intérêt qu'ont ces questions aujourd'hui de l'eau à travers, j'allais dire, bien sûr, la vision, entre guillemets, du satellite SWAT, l'eau sur Terre depuis l'espace. Et puis, je conclurai que c'est un formidable préambule et invitation à participer aux conférences de l'UNOC. Et puis, puisque l'eau, c'est la vie, partageons-la, préservons-la ensemble avec une meilleure connaissance de ce qu'elle représente. Belle soirée à tous. Merci Patricia. Elle a tout dit, donc pratiquement tout, et d'une façon parfaite. Donc c'est vrai qu'il faut aller, c'est la dernière. Donc il faut remercier la dernière de cette année, puisque c'est tellement de succès qu'on verra sûrement pour l'an prochain pour retravailler sur une autre formule. Bravo au CNES, mais ça on le savait, c'est vraiment notre agence qui nous permet de voir le futur. Vous savez, quand j'étais élève, on me disait toujours si on s'éloigne du tableau, je prends toujours cette formule, on voit mieux le tableau et on voit mieux le problème. S'éloignant de la Terre, avec nos satellites, on comprend mieux notre planète bleue. Et bien sûr, merci à nos équipes, elles le font, et avec le CDMM, elles le font tellement, je veux dire, en relation fusionnelle que ça a du succès. Et la preuve, c'est que vous êtes là, et je vous remercie, parce que vous êtes les ambassadeurs. Combien Christian Estrosi a eu raison de rencontrer, d'amener sur les bords de cette Méditerranée l'UNOC pour travailler, pour protéger nos océans. Et j'espère que vous en serez les ambassadeurs pour dire combien ces réunions vont être importantes. Alors moi, quand j'ai vu le titre « L'eau sur Terre depuis l'espace », c'est passionnant parce qu'on l'a dit, Patricia l'a dit, on a dans notre corps de l'eau de mer, quelque chose près, donc avec le même degré de sel. La vie est impossible sans eau, alors qu'elle est possible sans lumière. On a découvert aujourd'hui dans les grands fonds qu'on n'a pas de soleil et qu'on a de la biologie avec ces fumées chaudes. Donc, par contre, sans eau, c'est pas possible. Et ce qui est passionnant aussi de dire, et on s'en rend pas compte, si aujourd'hui, début avril, on est là et on n'est pas trop mal, c'est-à-dire que si on sent pas le changement climatique, on le doit à quelque chose de silencieux qui s'appelle l'océan, qui absorbe constamment, pour l'instant, nos CO2, même en s'acidifiant, en modifiant son comportement. L'océan, au sens global, assure encore ce retard de percussion avec le changement climatique. Voilà. Et tout ça, eh bien, vous allez le découvrir, puisqu'on va se reculer un petit peu sur cette planète, et on va le découvrir, et on va s'apercevoir, ils vont nous le raconter, que même si elle est bleue, et vous verrez les proportions, moi j'ai eu la chance de les voir en préparation des photos, des diapositives, des proportions de l'eau, et en plus, si on va regarder l'eau qu'on peut boire, c'est-à-dire l'eau douce, c'est encore plus petit. Et l'eau douce extractable, c'est-à-dire celle vraiment qu'on peut récupérer, c'est encore minuscule. Donc en fait, tout ça, ça va nous amener encore une fois à ce qui me passionne, c'est la protection, la mesure, essayer encore de poursuivre notre aventure ensemble sur cette planète bleue. Voilà ce que je voulais. Donc vraiment, ça va être passionnant ce soir, encore plus que les autres. D'abord parce que c'est la dernière, donc on va vraiment la boire, cette dernière, sans faire de jeu de mots. Et ensuite parce que le sujet est exceptionnel. Merci à vous tous. Merci au public aussi d'être là. Merci à ceux qui sont sur la chaîne numérique aussi de nous regarder et de découvrir et d'apprendre un petit peu cette eau sur Terre. Comment ça fonctionne, comment ça marche, d'où elle vient, comment on peut voir, c'est passionnant, les différents niveaux qui vont se produire, comment on va voir les courants, en sachant que les courants, c'est notre météo, c'est plus que notre météo, je pense que vous allez nous raconter que les courants, c'est aussi les filets de poissons qui dépendent aussi de ces courants, c'est-à-dire que demain, on le sait, quand El Niño change, eh bien, on n'a plus de poissons. Voilà, enfin, j'arrête là parce qu'on ne va pas faire la conférence, pour vous dire combien c'est passionnant. Merci à tous, merci d'être là, et bonne soirée.
Oui, bonsoir. Donc, je suis effectivement Didier Lapierre, je travaille à l'Agence spatiale, je travaille plus précisément à la direction stratégie. Et en fait, cette direction a lancé il y a déjà quelques années un programme là, qui s'appelle Connect Bikeness, dont un des objectifs, c'est finalement de faire la promotion de tout ce qu'il est possible de faire avec les données, les applications, les infrastructures spatiales. Et dans ce domaine, il y a une action qui est dirigée vers les collectivités territoriales et j'ai la chance de m'en occuper. Alors j'ai eu la chance parce que ça m'a permis, entre autres, de rencontrer la métropole de Nice. Et je dois dire, il y a quelque chose d'un peu magique. Alors c'est la dernière, je peux me permettre de rentrer un peu dans la confidence, à travailler avec eux, parce que tout est plus facile. Et pourtant, je le dis, vous voyez, ça va être télévisé. Et il y aura des personnes non niçoises qui vont pouvoir, je veux dire, avoir ce témoignage. Mais chez vous, quand il s'agit de vous proposer, de concevoir un projet ou de le mettre en œuvre, ça va vraiment très vite. Alors, j'ai essayé de savoir pourquoi. Alors, effectivement, il y a des personnes qui sont compétentes à peu près dans tout leur métier. Vous avez la volonté d'aller vers la Smart City, la ville intelligente, ce qui vous donne un appétit pour les innovations qui est quand même énorme. Et puis, vous avez envie d'offrir des services pour le bien-être de vos citoyens. Mais il y a quand même un petit truc en plus. Alors que vous avez peut-être perçu dans vos discours, que moi je vis au quotidien quand je suis avec Christophe, Christian, Isabelle, Céline. Et je crois que, en fait, c'est des personnes qui ont gardé une certaine capacité à s'étonner. Et finalement, vous savez, le spatial arrive encore à faire rêver. Il n'y a pas de 36 000 trucs qui font rêver dans notre vie. Des personnes, surtout quand on commence à parler de l'exploration de notre galaxie, et même au-delà, quand on commence à chercher l'origine de la vie, quand on regarde plus simplement quel support le spatial apporte à la science. Et je pense que c'est un petit supplément de motivation qui fait qu'avec vous, c'est toujours plus facile de travailler. Je vous en remercie. Puis changez pas, parce que je pense qu'avec l'UNOC, on risque d'avoir, après l'UNOC, pas mal d'activités à mener. Donc maintenant, je vais revenir à cette 6e conférence où, moi, je suis très fier parce que les 2 personnes qui interviennent ce soir sont du CNES, donc de mon agence. C'est la première fois. Et vous allez voir, effectivement, on vous a fait un peu le teasing, mais vous n'allez pas être déçus, c'est vraiment très bien. Donc il y a Delphine Leroux, que je connais depuis déjà pas mal d'années. Je pense que vous allez être séduit par son dynamisme et ses compétences. Mais je voudrais insister un peu plus sur le 2e présentateur, Yanis Fogère, parce qu'en fait, il a eu un rôle primordial dans ce cycle de 6 conférences, c'est que quand on a eu décidé de les monter, alors la partie métropole s'est occupée de la logistique, de faire passer, et ça n'a pas dû être simple, tous les accords en interne, et puis on s'est retrouvé quand même devant une feuille blanche, il a fallu trouver et les conférenciers et les sujets. Et moi, dans la direction stratégie, je suis plutôt côté développement économique. Je me suis retourné vers les gens qui sont sur la science. Et par rebonds successifs, j'ai finalement contacté Yanis. Alors c'est quand même curieux parce qu'il est à l'étage au-dessus. On doit être à 30 mètres et on ne s'était jamais rencontrés. Donc c'est grâce à vous que j'ai pu faire cette merveilleuse rencontre. Et il m'a ouvert de manière très, très généreuse son réseau. Et j'ai pu rentrer en contact avec des scientifiques que vous avez vus, qui étaient à la fois des gens très compétents, très souvent les meilleurs, même au niveau mondial, dans leur catégorie, et qui en plus avaient aussi, eux, ce petit éclair dans les yeux là, qui était l'envie de communiquer. Ce qui est pas le cas de tous les scientifiques. Il y en a certains qui aiment bien rester dans leur laboratoire. Et ça a permis donc de monter ce cycle de conférences. Donc merci Yanis pour tous les bons conseils que tu as pu nous donner. Et maintenant, je pense qu'il est temps de leur laisser la parole. Merci à vous. Il est temps de vous laisser la parole. Yanis Fogère, Delphine Leroux, c'est à vous. Eh bien, c'est avec un très grand honneur que je vais ouvrir le bal. Donc voilà, on nous a présenté. Aujourd'hui, on va donc vous présenter cette mission SWOT, l'eau sur Terre depuis l'espace. Alors, on voulait démarrer avec quelque chose d'un peu spécial et qui nous tient à cœur, c'est la place de la science dans tout ce que l'on fait.
En fait, on a eu une très belle métaphore cette semaine qui nous est arrivée, c'est celui du corps humain. En effet, si on veut prendre soin de son corps, si on veut progresser dans une discipline sportive ou encore si on veut guérir, on se doit de comprendre le corps humain, de le connaître, de voir comment il fonctionne. La Terre, c'est exactement pareil. Si on veut en prendre soin, si on veut gérer nos ressources, si on veut même un peu la réparer, en tout cas si on veut s'y adapter à ce changement climatique que nous vivons, nous devons de comprendre les processus physiques qui la maintiennent en vie, et pour cela on a besoin de la science et on ne peut pas dissocier la science de notre vie quotidienne, et c'est important de le rappeler, je pense, dans ces temps un petit peu plus obscurs, on va dire, par rapport à la place de la science dans notre société. Voilà, on voulait commencer avec cette introduction pour rappeler la place de la science. Donc maintenant, pourquoi SWOT ? Donc, on l'a dit en introduction, finalement, l'eau sur Terre, elle occupe 70% de la surface de la Terre. Et pourtant, si on la regroupe dans une boule, finalement, on arrive à en faire cette petite boule-là qui, à l'échelle d'un continent, n'est pas si grande. Et pourtant, ça, c'est toute l'eau. Donc, les océans, les calottes polaires, toute l'eau. Et si on regarde l'eau qui est douce, donc c'est-à-dire celle que l'on pourrait éventuellement boire, on arrive à cette toute petite bille qui représente à peine 4% de toute l'eau que l'on a sur Terre. Et enfin, si on regarde uniquement l'eau qui est extractable, c'est-à-dire dans les rivières et dans les lacs, je pense qu'on distingue à peine un tout petit pixel. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de gérer au mieux, et c'est ce qu'on va essayer aussi de voir avec SWOT, qui est un satellite qui est pourtant à près de 900 km d'altitude, et on va réussir, vous allez le voir, à mesurer précisément la hauteur et la quantité d'eau que nous avons à notre disposition. Et on aime bien aussi rappeler cette phrase d'Hubert Reeves qui dit qu'à l'échelle cosmique, l'eau liquide est plus rare que l'or. Alors, je ne pourrais pas vous quantifier la masse d'or qu'il y a dans tout l'espace, mais ce qui est sûr, c'est que l'eau est encore plus rare. Alors, aujourd'hui, on va parler d'altimétrie depuis l'espace, donc l'altimétrie spatiale. C'est une grande famille qui a une grande histoire. Ça a commencé en 1992 avec le lancement par le CNES et la NASA, un partenariat entre le CNES et la NASA, du premier satellite altimétrique Topex Poséidon. Satellite altimétrique, il y a le mot altitude. Mesure de l'altitude, de la hauteur des eaux sur Terre. C'est ça, voilà. Exactement. Et s'en est suivi toute une histoire, une success story, on va dire, une filière d'excellence au CNES, une filière d'excellence dans l'industrie française. On a parlé de Thales tout à l'heure. Voilà, donc on a eu la série des Topex, des Jason, et ensuite deux partenariats historiques avec l'Inde et la Chine pour arriver en 2022 avec le lancement de cette nouvelle façon de mesurer la hauteur des océans, SWOT, qu'on va détailler aujourd'hui. Alors SWOT, le voici. C'est cette plateforme-là. Là. On voit ce grand tube jaune avec deux grands mâts sur les côtés. Donc là, on voit un fonctionnement classique. On a vu les anciens satellites, c'était des satellimètres classiques, qu'on appelle classiques ou nadir. C'est-à-dire qu'ils mesurent un pinceau le long de la verticale du satellite. La spécificité de SWOT, c'est en fait de tirer avantage de ces grands mâts ici, qui sont des prouesses technologiques, d'avoir pu faire ces mâts aussi rigides, pour mesurer non plus en une dimension un filet le long du satellite, mais des images. Et pour la première fois, des images de la hauteur des océans sur une largeur de, on va dire, 120 km de large. C'est des images radar, c'est ça ? Voilà, c'est du radar. C'est du radar. Dans les deux cas, on envoie des signaux radar et on analyse le retour. Ces deux antennes permettent de faire de l'interférométrie et par un savant calcul de traitement du signal, de traitement des phases, on arrive à en déduire une image. Et les deux bras, là, c'est quoi leur longueur totale ? C'est 10 mètres. 10 mètres. Voilà. Il y a 10 mètres d'un côté à l'autre. Voilà. Ah, c'est gigantesque. C'est un autobus, quoi. Voilà, c'est plutôt un gros satellite. Je veux dire, c'est la longueur d'un autobus, un peu moins quand même. Au niveau de longueur, il y a plus gros. Mais, c'est sûr. Voilà. Donc, cet altimètre radar, c'est une prouesse. Et il y a plusieurs autres instruments pour en déduire la hauteur, notamment un système de positionnement, parce que le radar va nous donner des temps d'aller-retour, donc la hauteur entre le satellite et l'eau, mais il va falloir positionner le satellite dans l'espace
pour pouvoir en déduire la hauteur vraiment des océans. Donc on va positionner, ça veut dire connaître la position avec précision. Position au centimètre près du satellite. Par rapport au centre de la Terre. Voilà, par rapport au géocentre, grâce à des GPS très perfectionnés et un système français aussi, le système Doris, qui permet de raffiner la position. Donc parce que si je mesure la distance entre moi, satellite, et l'océan qui est en dessous de moi, par exemple, l'intérêt c'est que je connaisse ma position à moi extrêmement précisément. Il faut connaître les deux informations pour en déduire la hauteur. Et on traverse aussi, le signal radar traverse aussi l'atmosphère, les différentes couches d'atmosphère qui vont atténuer le signal radar. Et c'est pour ça qu'on a d'autres instruments encore, par exemple un radiomètre micro-ondes qui va nous permettre de corriger ces temps de retard de traversée d'atmosphère. Parce que le radar, mon onde radar, donc pour savoir à quelle distance se trouve l'océan, je mesure le temps avec lequel l'onde que j'envoie me revient. C'est du temps est mesuré très très précisément. Voilà. C'est ça. Sauf que quand il y a des nuages, mon onde elle est un petit peu ralentie par... Voilà, et c'est pas les nuages qu'on veut voir, c'est la surface de l'eau. Voilà, elle est ralentie, donc j'ai besoin d'un radiomètre pour pouvoir corriger ce petit défaut. Voilà. Et donc avant de passer à plus précisément ce qui se passe sur les océans et sur les surfaces continentales, on voulait vous passer un petit film. Donc on va parler océan, mais pas que alors. Et voilà, c'est la surprise du chef. On va aussi parler lac et fleuves, d'accord. Exactement, donc si vous le voulez bien, je me suis incrustée dans cette conférence océan pour quand même parler de ce qui se passe sur Terre, puisqu'après tout, le cycle de l'eau est un cycle qui est perpétuel. Et si l'eau se trouve dans les océans, elle s'évapore. Hop, elle arrive dans l'atmosphère et elle peut nous revenir sous forme de précipitation sur nos terres, mais également sous forme de précipitation neigeuse qui vient donc enneiger nos montagnes et ensuite fondre pour venir alimenter les rivières, les lacs et voire même s'infiltrer dans nos eaux souterraines qu'on utilise après par ailleurs pour pomper et pour l'usage agricole, notamment pour l'irrigation. Et donc, tout ce grand cycle de l'eau, SWOT va nous apporter beaucoup de données, notamment sur tous les stocks d'eau qu'on a dans nos rivières, dans nos lacs, également l'impact que l'homme a sur ces objets hydrologiques, mais également sur les flux. Et ça, c'est une grande première, c'est-à-dire qu'on va pouvoir également mesurer les écoulements, donc le débit des rivières, mais également les variations de stocks d'eau dans ces lacs. Tout ça relié à l'océan in fine, et après, on recommence ce grand cycle. Donc d'abord, on va commencer par les fleuves. Pourquoi on s'intéresse aux fleuves? Pratiquement la moitié des humains sur Terre vivent à moins de 3 km d'une rivière. Donc c'est dire la dépendance que l'on a à ces objets-là. 1/6 des zones urbaines se situent à moins de 100 mètres d'une zone inondable. On verra un cas d'application d'ailleurs sur une inondation. On y est très sensible. SWOT va pouvoir nous apporter des informations. Et enfin, quelque chose de plus géopolitique, 25% des frontières sont des rivières.
On partage d'ailleurs avec l'Allemagne une frontière qui est le Rhin. Et dans d'autres pays, ce genre de frontière peut poser des problèmes. Et géopolitiquement, ce sont aussi des objets d'intérêt très, très fournis. Et paradoxalement, on observe cela de moins en moins. C'est ce qu'on montre sur la figure de gauche, où finalement on voit les dates d'arrêt de toutes nos stations que l'on a sur Terre, c'est-à-dire que nous, on a installé des sondes pour mesurer les hauteurs et les débits, et on en a de moins en moins. Ça coûte cher à entretenir, avec les difficultés d'accès ou encore avec les problèmes géopolitiques, on a du mal à les maintenir, et c'est là où le satellite va pouvoir nous donner beaucoup d'informations. On a du mal à les maintenir au niveau mondial, sur tous les continents, c'est ce qu'on cherche à faire. Absolument. En Europe, on a la chance d'avoir pas mal d'instrumentation, mais en dehors de ça, on voit que tout est en train petit à petit de s'arrêter. Et grâce au satellite, on arrive quand même à visualiser jusqu'à 24 000 points sur les rivières, et c'est ce qu'on montre à droite, une série depuis les années 90, donc avec le premier satellite depuis 1992, où on voit l'évolution d'une hauteur de rivière grâce au satellite. Donc on passe de 24 000 points de mesure, et avec SWOT, on va passer d'un facteur 10, on va aller jusqu'à 210 000 rivières, points de rivière, que l'on va pouvoir observer sur le globe en entier. Donc c'est quand même assez... 210 000 points de rivière, c'est-à-dire 210 000 rivières ou non? Points sur les rivières, c'est-à-dire ça va être des... En général, alors, c'est comme si on avait une sonde posée là, un instrument de mesure posé à tel endroit. Alors c'est exactement des biefs, donc ce sont en fait des portions de rivières qui sont définies, donc on dit que un bief à peu près 10 km. Donc là on va pouvoir en observer 10 fois plus grâce à SWOT, et sur la France on va même pouvoir observer jusqu'à 4 fois nos rivières par cycle de 21 jours, puisque SWOT est un satellite défilant, et tous les 21 jours on revient au même endroit, et donc sur la France on va pouvoir observer jusqu'à 4 fois en 3 semaines nos rivières. Et SWOT a été spécialement designé pour observer les rivières d'une largeur de plus de 50 à 100 mètres. Donc typiquement, alors il y a pas mal de fleuves comme ça, mais il y a des rivières aussi larges comme ça, qui font 50 mètres de large en France, beaucoup. Oui. Ouais. Ah oui, par exemple, là, donc c'est la première image qui a été capturée par SWOT. Alors, bon, c'est peut-être un peu chauvin, mais c'est une image sur Toulouse. On vous pardonne, ça Merci. ira. Mais recommencez pas. C'est la seule. Où là, on voit extrêmement bien donc, le fleuve de la Garonne, qui, elle, est de 200 mètres de large. Donc, si la Garonne est de 200 mètres de large, la Seine l'est encore plus. Et la bonne surprise qui vraiment était important pour nous, on a même vu l'Ariège, donc qui vient... C'était une surprise. Ça a été designé pour des largeurs de plus de 100 mètres. L'Ariège fait 50 mètres. Donc c'était un objectif secondaire, donc on espérait arriver à ce genre de performance, mais là on en a la preuve, et encore mieux, on arrive à voir le canal du Midi qui est à l'est de Toulouse, qui lui ne fait que 20 mètres. Donc ça a été designé pour surveiller des cours d'eau d'une largeur d'environ 100 mètres, et finalement là, le canal du Midi, on arrive à 20 mètres, donc on arrive à 20 mètres en général finalement ou pas? Dans les meilleures conditions, 20 mètres. Dans les meilleures conditions, d'accord. Mais 50 mètres, ça c'est possible. 50 mètres, c'est possible. Bravo. C'est possible. D'accord, ça c'est une surprise alors. On a des bonnes surprises quand on a des bonnes surprises quand on a des bons ingénieurs qui ont beaucoup travaillé pour justement prouver que ce fonctionnement pouvait être valide même sur des petits objets comme des rivières de 20 mètres comme le canal du Midi. Donc fiers de ces résultats, on va vraiment pouvoir exploiter ces données-là pour travailler même avec de plus grandes ambitions. Et là, on vous montre 2 exemples. Un à gauche sur le fleuve du Congo en Afrique, qui est un fleuve extrêmement compliqué, puisqu'on dirait presque une chevelure, et pourtant qu'on arrive très très bien à observer, et on peut voir d'ailleurs son évolution au sein d'une année, avec des périodes un peu plus intenses et des périodes un peu plus sèches où le niveau est plus bas. Là, oui, là on voit les mois là. Oui, vous pouvez c'est ça, là. Exactement. Là on est en quoi, février? J'arrive pas à lire, avril, mai. Voilà, on arrive à la... C'est un cycle annuel, donc ça couvre l'année avec la période de mousson, la période de sécheresse. Et à droite, un autre cas avec un cycle très différent sur le bassin de l'Amazone près de Manaus en Amérique du Sud, où là le fleuve est extrêmement large. Et pendant la période des hautes eaux, donc là où il pleut beaucoup, on peut même voir une plaine d'inondation au milieu qui vient presque rejoindre ces 2 grands bras de rivière. Et donc SWOT est capable de mesurer à la fois la largeur de la rivière et sa hauteur.
Donc maintenant, finalement, puisque Saute est capable de voir toutes ces hauteurs de rivière, mais aussi ses largeurs, on va être capable de mesurer également des flux, puisqu'on a aussi accès à la pente grâce à cette imagerie 2D. Des flux, ça veut dire des quantités d'eau, des volumes d'eau, c'est ça ? Des volumes d'eau qui se déplacent par seconde. On parle souvent de mètres cubes par seconde pour parler de débit, de flux d'eau. Et c'est ce qu'on s'efforce à faire. C'est encore au stade de recherche, mais c'est l'objectif ultime, c'est d'arriver à mesurer cette quantité d'eau qui dévale les pentes pour venir alimenter les océans à la fin. Et on est capable de le faire parce qu'on a des modèles 3D, si on passe juste en arrière, on a des modèles 3D des terrains, dont on connaît quelle est voilà, on connaît la profondeur, la forme de la bassine. Alors on fait beaucoup de suppositions. Ah bon, d'accord. On fait beaucoup de suppositions, ça s'appelle la bathymétrie, c'est pour ça que c'est encore un sujet de recherche. Et c'est un peu ce qu'on met dans la slide d'après. Après beaucoup d'équations, on arrive finalement à passer de la hauteur au débit, donc à ces flux, en faisant des hypothèses, parce que là, on parle de faire des flux sur la Terre entière. La Terre entière. Donc là, voici un exemple donc, de hauteur d'eau sur la planète, qu'on arrive à transformer à chaque passage de SWOT en débit, donc en mètres cubes par seconde, à quelle vitesse va l'eau dans ces bassins-là, et au final, d'arriver à faire des débits moyens sur le globe en entier. Ça n'a jamais été fait, c'est vraiment une très grande première et c'est toujours en train d'être affiné pour être le plus précis possible et participer à cette connaissance de combien on a d'eau, comment on fait pour mieux la gérer et quelle est la participation de cette eau à la montée des océans. Et donc en bas, on a une carte des débits, c'est ça ? Des débits Alors par exemple, moyens. qu'est-ce qui est les couleurs, c'est quoi là ? Alors par exemple, en jaune, ce sont des débits très faibles et en bleu, ce sont des débits très très élevés. Donc on voit que l'Amazone et le bien Congo, pourvu. Oui. Ça se passe bien chez eux, d'accord. Alors, peut-être un peu oui trop et non, d'ailleurs. parce que l'amplitude est immense aussi. Ah oui. C'est aussi ce qu'on voit là, c'est qu'en rouge, c'est quand l'amplitude est très grande. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où c'est très inondé et des périodes où c'est très sec. Et ça, c'est peut-être le pire des cas. Le pire, pourquoi ? Pour la nature, pour l'humain, Pour les deux. Pour les deux, d'accord. Mon capitaine. Donc on voulait vous donner un exemple concret d'une inondation qui s'est produite justement dans cette région du Brésil, au nord-est du Brésil. Et quand il y a ce genre de catastrophes telles que des inondations, il existe une charte internationale espace et catastrophes dont le CNES et l'ESA qui est l'Agence spatiale européenne, sont à l'origine depuis 1999. Maintenant, c'est un accord international entre 17 agences du monde entier qui, à chaque fois qu'une catastrophe se produit, ces agences mettent en œuvre des programmations de satellites pour observer la catastrophe et venir en aide au secours afin d'apporter leur aide aux populations, de trouver la meilleure route, la meilleure façon de reconstruire. Et à chaque catastrophe, des bulletins sont édités avec des avant, après, ou bien de dire ici c'est inondé, voici l'étendue de l'inondation. Alors ici, c'était donc au nord-est du Brésil en mars ou avril 2022, il me semble, ou 23 plutôt, et de faire également des cartes un petit peu plus globales. Et SWOT va vraiment pouvoir contribuer à cet effort pour en particulier ce cycle. Cet événement d'inondation, donc c'était en mai 2024, donc rien à voir avec ce que je vous ai dit, où on a pu faire aussi une carte de avant-après, où si on zoome un petit peu sur cette partie-là, donc ça, on voit bien la rivière qui arrive avec les affluents, un barrage, on le voit très très bien, le saut de hauteur et le fleuve qui continue sa route. Et après donc, ce phénomène d'inondation qui est dû à beaucoup de pluie et à un barrage qui a cédé, on peut voir d'ailleurs donc, la plaine d'inondation avant le barrage, mais aussi le fait que ensuite le fleuve a complètement débordé, a inondé la plaine et ça s'est répercuté sur cette grande plaine d'habitation. Et donc ça a impacté ici près de 2 millions d'habitants, de 170 personnes décédées et beaucoup de sans-abri. Donc ils sont encore en cours de reconstruction. Mais voilà, SWOT va vraiment pouvoir aider à la fois pour cartographier, mais ensuite pour mieux comprendre et mieux adapter ensuite les habitats et les structures qui nous entourent. Donc là, on a parlé des fleuves, et dans certaines régions du monde, comme en Amérique du Nord ou même en Europe du Nord, en Scandinavie, beaucoup de ces fleuves sont connectés aux lacs. Et ils s'influent les uns les autres, notamment pour justement ces débits, comment un fleuve vient alimenter un lac ou comment le lac fait une rétention de volume d'eau. Il y a aussi des lacs qui sont gérés par l'humain. Donc voilà, la vraie question, c'est comment ils sont connectés et comment ils s'impactent les uns les autres. Donc c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Donc la question, pourquoi on s'intéresse au lac ? Donc
La première raison, c'est que les lacs sont de véritables traceurs du climat. Ils passent leur temps à s'adapter aux conditions climatiques. Il pleut, ils récupèrent du volume d'eau. Il fait sec, ils diminuent en eau et rejettent un peu plus d'eau dans la rivière ou s'infiltrent dans les souterrains. Véritables sentinelles du climat. Ce sont aussi des régulateurs. On l'a dit tout à l'heure, les lacs, tout comme la mer, en fait, emmagasinent beaucoup de chaleur. Et il y a même une étude qui montre qu'en Europe, s'il n'y avait pas de lacs, notre température serait augmentée de 1 à 1,5 degré. C'est énorme. Et ce sont également des intégrateurs du climat, dans le sens où, dans leur sous-sol, ce sont en fait plusieurs strates, plusieurs couches, comme si on venait faire une carotte qu'on peut voir sur les calottes glaciaires. On pourrait avoir un véritable enregistrement du passé via les sédiments qui composent leur sous-sol. Donc voilà, pour beaucoup de raisons, les lacs sont des sujets d'intérêt. Et avant SWOT, on était capable, avec les satellites, de suivre à peu près 540 lacs. Et là, on va passer de 540 lacs à 6 millions de lacs. 540 à 6 millions, c'est absolument incroyable. C'est incroyable. On va vraiment pouvoir découvrir et analyser une source d'informations immense. Vraiment immense. SWOT va nous ouvrir les yeux sur le réel stock d'eau que nous avons à notre disposition, comment le gérer au mieux et de comprendre beaucoup mieux tout ce cycle de l'eau sur certaines régions du monde, dont la nôtre. Donc voici une carte de tous les lacs que nous allons être capables de suivre. Donc voilà, on voit qu'il y a une forte répartition, surtout dans les hautes latitudes. Également en Inde, où il y a beaucoup de réservoirs d'eau, notamment pour l'irrigation. Sur la plaine tibétaine, et j'y reviendrai après, et on voit l'Amérique du Nord, la Scandinavie. La région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, exactement. De la même façon qu'on est très intéressé par connaître ce flux d'eau sur les rivières, on est très intéressé par, une fois qu'on connaît la surface, la hauteur d'un lac et sa surface, de connaître vraiment le volume d'eau qui est associé à chaque lac. Donc là aussi, on a beaucoup d'équations et on arrive à commencer à estimer justement tout ce volume d'eau qu'on a à notre disposition grâce à SWOT. Donc voici un exemple d'application qui se trouve sur le plateau tibétain, et c'est une région très intéressante parce que c'est une grande plaine, mais c'est surtout une plaine avec des lacs qui ne sont pas gérés par l'humain, ce sont des lacs naturels. Et on l'a dit au tout début, ce sont des sentinelles du climat, c'est-à-dire que suivre ces lacs sur ce plateau tibétain, c'est un peu regarder le climat. On observe depuis quelques années une forte hausse des niveaux de tous ces lacs sur cette plaine, et on s'est demandé pourquoi. Donc en premier lieu... Ils ont tendance à déborder de plus en plus, oui, à s'étendre. Exactement, ils sont en train de s'étendre, et la première raison qui peut nous venir à l'esprit, c'est Tibet, Himalaya, il y a de la neige, il fait chaud, ça fond. Ah oui. Alors ça fond, mais figurez-vous que ça ne représente que 20% de cette hausse, et qu'en réalité c'est 80% dû à la forte augmentation des pluies sur cette région. Le dérèglement climatique fait qu'il y a plus en plus de pluie, et ce qui fait augmenter le niveau des lacs, et on peut se réjouir finalement de ça, mais au final tous ces lacs commencent à monter et à faire des beaucoup trop grands lacs. Et on se retrouve avec des centaines de kilomètres de routes submergées, on se retrouve avec des terres agricoles complètement inondées, et on estime que d'ici 2100, 5 à 7 millions de personnes vont devoir se déplacer. Juste dans cette région tibétaine. Juste dans cette région tibétaine. Parce que quand vous dites 2100, c'est-à-dire qu'on imagine que c'est un mouvement qui devrait perdurer sur toute cette période-là ? En tout cas, c'est ce que les experts du GIEC nous ont dit, en tout cas sur la progression de l'intensité des pluies dans cette région. Et donc grâce à SWOT, on va pouvoir justement passer de ces quelques lacs, là on pouvait observer jusqu'à 30% des lacs avec les satellites, parce qu'évidemment on ne peut pas aller poser une sonde sur chacun de ces lacs, donc avec l'altimétrie classique, donc avant SWOT on pouvait observer jusqu'à 30% de lacs, et maintenant on va pouvoir quasiment suivre tous les lacs de cette région et avoir vraiment un suivi hydrologique très fin, mieux comprendre et donc mieux préparer cette région à cette montée des eaux. Et maintenant, c'est les autour des océans. C'est Yanis Fogère. Voilà. Donc, on a vu la révolution SWOT sur les continents, sur les rivières, sur les lacs. Maintenant, on va voir la révolution SWOT sur les océans. Et on va commencer par une petite introduction sur l'océan. On a vu que le cycle de l'eau, Delphine nous l'a montré, il est très complexe et on a besoin de SWOT pour mesurer cette complexité. On a un peu la même problématique sur l'océan. Déjà, l'océan est grand. C'est le plus grand écosystème de la planète, donc il a un rôle crucial pour les humains et pour notre climat.
Et la complexité, elle s'explique par ce schéma. On a du soleil, on a du vent, on a de la glace. Tout ça, ça va agir sur la dynamique de l'océan, sur la chimie de l'océan, sur la biologie de l'océan. Mais avec SWOT, c'est sur la dynamique de l'océan qu'on va mesurer les principaux éléments. Et on va pouvoir illustrer quelques exemples de mesures dans cette présentation. Une autre façon de voir la complexité, c'est ces deux cartes. Avant les satellites, on imaginait les océans, le Gulf Stream, là, le courant du Gulf Stream, comme la carte de gauche. Donc voilà. Montrez-le nous, la Gulf Stream. Il est là, le long des côtes américaines, et il remonte jusqu'à l'Europe. À gauche, c'est côtes américaines, à droite, c'est voilà. l'Europe. Donc ça, c'était notre vision du Gulf Stream. Et depuis qu'on a lancé des satellites et qu'on sait les utiliser dans des modèles numériques, en fait, le Gulf Stream, c'est plutôt ça. Donc, c'est quand même assez différent. On voit une grande... Il y a plein de méandres. Hein. Il y a plein de méandres, voilà. Et il y a ce qu'on appelle des tourbillons. C'est les cercles ici qui se déplacent voilà, au gré de la turbulence océanique. On voit aussi des phénomènes rapides ici. C'est à quelle vitesse là que ça se déplace là? Qu'est-ce qu'on voit là, votre avis? Alors, on voit des phénomènes très rapides. Ici, c'est simplement les marées océaniques. Hein. C'est les marées dans la Manche qui sont oui, donc ça monte et ça descend. Ça monte et ça descend voilà, 2 fois par jour. Et c'est ce qu'on voit ici. Par contre, sur l'océan, ça bouge beaucoup moins vite. Mais par contre, les tourbillons se déplacent de plusieurs dizaines de kilomètres voilà, par jour. Il va falloir que vous m'expliquiez quelque chose. Je fais une mesure d'altitude. Et là, vous me montrez une carte de tourbillon. Voilà. C'est quoi comment vous faites? Alors, justement, l'explication, elle est là. En fait, l'océan n'est pas plat. C'était voilà, c'est une idée reçue. Il y a des bosses et des creux tout autour du globe, sur la surface de l'océan. Et c'est ce qu'on voit sur la figure de gauche, en fait, et on voit un certain nombre de bosses, justement, le long de ce fameux Gulf Stream. Donc ça s'explique par une intégration, en fait, de toutes les eaux qu'il y a en profondeur. Il y a différentes densités d'eau, il y a différentes salinités. Différentes densités d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'une eau plus froide, plus salée va être plus dense. Une eau plus chaude. Pour une même quantité, je vais avoir davantage de masse. Voilà, c'est ça. Ça va prendre plus de place. C'est ce qui explique ce renflement. C'est ce qu'on appelle un anticyclone dans ce cas. Donc, anticyclone dans l'eau, alors. Voilà. On connaissait les anticyclones dans l'atmosphère. Ouais. On a les mêmes dans l'océan. Ah, d'accord. Et ils provoquent non plus du vent, mais des courants marins. C'est ce qu'on voit ici avec la petite flèche rouge. Donc, quand l'eau est chaude, elle se dilate, elle prend plus de place, elle fait comme une sorte de bosse. Et du coup, en haut de ma bosse, j'ai une espèce de courant voilà. qui va se... En très simplifié, c'est ça. Oui, j'imagine. Voilà. Mais c'est bien déjà. Voilà. C'est bien déjà d'avoir appris ça. Et donc maintenant que vous êtes expert en tourbillon, on va voir ce que mesure SWOT, parce que vous l'attendez évidemment. Donc ça, c'est ce que mesure l'instrument, on va dire, classique, l'instrument altimètre nadir qu'on avait depuis 30 ans sur les satellites. Donc un pinceau. Nadir, encore une fois, c'est un altimètre qui fait juste une mesure, dessous, qui fait des mesures juste en dessous de lui. Voilà, on a un point en fait. Et là, on voit que c'est plus rouge. Donc là, on imagine qu'il y a un tourbillon, mais on le voit pas le vraiment. Ah oui, quand on a un petit pinceau, on voit pas les tourbillons. On voit pas bien. Voilà, la grande révolution SWOT, c'est ça. Et ça, c'est une des premières mesures SWOT qu'on a eues. Le satellite a fonctionné très rapidement voilà, ça faisait 10 ans qu'on attendait ça. Voilà, les océanographes attendaient ça depuis 10 ans. Et quand on a vu cette image-là, il y a beaucoup dans notre communauté, qui représente des centaines de personnes, qui ont été assez émus de voir enfin l'océan, le vrai océan, et non plus cette vision juste d'un pinceau le long du satellite. Donc là, on avait vraiment une image. Et donc là, le noir et le blanc c'est bas, le noir c'est haut, c'est ça? Donc le bleu, c'est plutôt un creux, et le rouge, c'est une bosse. Voilà. D'accord. Et alors, c'est quoi la différence entre le bleu qui est le plus bas et le rouge foncé? On a 50 cm entre les deux. Donc Attendez. Vous êtes donc en train de nous dire depuis tout à l'heure qu'il y a des bosses, qu'il y a des creux, etc. C'est pas non plus les Alpes et la grande fosse des îles, je sais plus quoi. C'est juste 50 cm. Hein. C'est des dizaines de centimètres. Des dizaines de centimètres, d'accord. Et là, sur une côte qui est la côte de Caroline du Nord. C'est ça. Donc c'est pas considérable, mais ça suffit. C'est intéressant pour vous, c'est très fin finalement, mais c'est intéressant pour vous parce que c'est ça qui décide des tourbillons, de la circulation de l'océan. Dans ces quelques centimètres, on a une différence de hauteur qui engendre des courants
qui peuvent atteindre 1 mètre par seconde. Voilà. Donc, 1 mètre par seconde, oui. Voire plus. Et donc voilà, le satellite, donc, il mesure maintenant cette bande un peu révolutionnaire, cette image. Quand il a fini de tourner autour de son orbite, au bout de 21 jours, voilà la carte qu'on peut obtenir. Pour être tout à fait exact, on fait le tour de la Terre en 2 heures. Voilà. Mais la Terre, pendant que nous on tourne autour de la Terre elle-même tourne. Et finalement, on a couvert toute la Terre au bout de 21 jours. Hein. Exactement. Ouais. Voilà, la Terre tournant, l'espace mesuré change à chaque orbite, ce qui nous permet de couvrir complètement. Et grâce à la grande largeur de la fauchée SWOT, on a très peu de trous. On le voit sur cette carte. On a quelques traces manquantes. C'était en novembre 2023 aussi, donc 1 an après le lancement, on a découvert à ce moment-là l'océan en 2D au niveau global. Et là, ce qu'on voit, on retrouve les structures qu'on connaissait déjà un petit peu, mais avec un niveau de détail bien plus important. On retrouve notre Gulf Stream ici, avec tous les tourbillons qui sont générés dans son sillon. On a la même chose dans le Pacifique. Hein. C'est un autre courant qui s'appelle le Kuroshio, qui est moins connu, mais qui est tout aussi dynamique. Et là, on en a parlé en introduction, le fameux El Niño, il est là. En 2023, on a eu un événement El Niño. El Niño, ça provoque une bosse, donc c'est pour ça que c'est rouge, de 10, 20, 30 cm sur tout le Pacifique équatorial. Et c'est ça qui bouleverse notamment le climat dans différents pays. C'est un phénomène qui apparaît, qui disparaît. Voilà, là, c'était en 2023, on avait un événement, on est repassé plutôt en La Niña maintenant, et c'est ce que permet de mesurer SWOT avec précision. Donc, SWOT mesure la hauteur des océans. On l'a vu à grande échelle, mais aussi les tourbillons. Dans le Gulf Stream, on a vu les tourbillons. Là, on a encore 2 exemples ici de tourbillons. Une bosse ici et ici un creux de 200 km de diamètre. Et la vraie révolution SWOT, c'est que l'image nous permet de voir ces tout petits tourbillons de 10 km et moins. Et ça, comme pour l'hydro, c'était inespéré. On a un instrument qui a des niveaux de performance qui nous permettent de voir de la circulation au kilomètre près. Et ça, c'est vraiment une révolution dans le domaine de l'océanographie. Donc, une fois qu'on a toutes ces données, on va passer un peu à la partie applicative. Ça nous permet de progresser dans la science. Mais une fois qu'on a toutes ces données, on peut les agréger pour construire des cartes de courant. Et ça c'est la carte de courant d'aujourd'hui au large de Nice. Voilà ce qu'on fait grâce au satellite et grâce à ce qu'on appelle l'océanographie opérationnelle. Donc ça, c'est l'équivalent, on va dire, de la météorologie et la prévision du temps, mais pour l'océan. On a une carte en temps réel des courants au large de Nice. Donc là, en temps réel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une estimation? C'est une estimation. C'est une simulation à partir des données dont on dispose. Voilà, c'est de l'information travaillée, interpolée, en utilisant tous les satellites altimétriques depuis quelques jours, et qui nous donne un état des courants aujourd'hui au large de Nice. On voit qu'il y a c'est ce tourbillon, cette dépression ici qui génère des courants de plusieurs dizaines de centimètres secondes. Il n'y a pas de dépression à Nice, elle est au large. Voilà, c'est des dépressions dans l'océan. Alors, ces courants-là, vous imaginez qu'il y a des centaines d'applications. Je vais en prendre 2. Le premier, c'est un exemple un peu parlant. On voit un tourbillon là au milieu et deux bateaux qui passent l'un en haut et l'un en bas. On voit que celui du bas, il va arriver avant parce qu'il va profiter des courants. Et donc là, vous voyez où je veux en venir, on peut utiliser ces cartes issues de données altimétriques et de courants dérivés pour faire du routage maritime et essayer de guider les bateaux pour qu'ils aillent soit plus vite, soit qu'ils économisent du carburant. Là, on a un exemple en Afrique du Sud, une petite société à Paris, Amphitrig, qui conseille justement les bateaux et qui, grâce à SWOT, ont pu améliorer leur carte de courant et proposer une trajectoire ici qui permettait d'économiser 10% de carburant. Donc ça participe à terme à la décarbonation du secteur maritime. 10%, c'est pas rien. Hein. Voilà. Un autre exemple sur la vie sous-marine. Maintenant, on avait vu que les tourbillons généraient des courants horizontaux. En fait, ils
génèrent aussi des courants verticaux. Ce sont des lieux privilégiés, ces fameux tourbillons, ces fameux anticyclones, d'échange entre la surface et le fond, avec des échanges en termes de plancton, d'oxygène et de nutriments. Ce sont les petites étoiles bleues. Donc ce sont des endroits où on va trouver beaucoup de nourriture, qui les rend très importants pour la biologie marine. On a un exemple sur la droite d'une trajectoire d'un phoque qui a été équipé d'une balise et qui va chasser. Et on s'est aperçu, c'était en 2015, que cet animal allait chasser dans les tourbillons, au pourtour des tourbillons, justement là où nous on pense qu'il y a ces échanges verticaux de nutriments. Et donc on voit en rouge que cet animal a chassé énormément lorsqu'il était dans le périmètre du tourbillon, et beaucoup moins après, ce qui renforce l'importance de ces structures pour la connaissance du cycle de vie marine. La couleur indique l'activité de chasse du phoque. Ouais. Voilà, donc quand c'est rouge, c'est que je suis en train de chasser, voilà. de chasser activement. Voilà, là, on a la combinaison de l'outil satellite, à la fois pour localiser les animaux et à la fois pour localiser les structures sur l'océan. Donc on a vraiment un panel complet de l'applicatif spatial. Donc on a vu que voilà, on avait des bosses et des creux qui se déplaçaient dans le temps. On a aussi des bosses et des creux qui sont permanents et qui sont dus au fond sous-marin. Donc là, on a un exemple là, à droite, à gauche de la Terre sans son eau. Donc en fait, c'est la bathymétrie. Ce sont les vrais fonds. On enlève l'eau et voilà ce qu'on a. Donc c'est pas plat. Hein, alors, attendez, mais oui, parce qu'on a... C'est quoi? C'est l'Amérique du Nord? C'est l'Amérique du Nord ici. On a l'Atlantique. Lentement. Montrez-nous l'Amérique du Nord gentiment ici. Là. Ah ouais, d'accord. Et l'Amérique du Sud, elle est en dessous. Et là. voilà. Ah, oui, ici, on a l'océan Atlantique avec les différentes structures géodésiques. Waouh. Et à gauche, alors l'océan Pacifique, il est bien creux, lui. Il est bien creux. Il a été raboté quand même. Donc voilà. Et ce qui est important, c'est ce qu'on voit ici, c'est que ces fonds marins vont avoir une signature sur la surface de l'eau à cause du champ de gravité qu'il perturbe. Ouais, donc ce qu'on voit, c'est que quand il y a une montagne, si je puis dire, au fond de l'océan, finalement, je vais avoir une colline d'eau au-dessus. Colline d'eau, c'est pareil, c'est du centimètre, c'est pas énorme, mais on a l'instrument, grâce aux altimètres et à SWOT maintenant, pour mesurer justement ces structures qui sont permanentes, hein, contrairement aux tourbillons qui se déplacent, là, on a des structures permanentes, et qui nous permettent d'affiner la connaissance de la bathymétrie. Quand on ne connaît pas la bathymétrie, encore une fois, c'est les fonds sous-marins, la forme... C'est la carte des fonds marins. La carte des fonds marins, voilà. Et quand on ne connaît pas bien la bathymétrie, voilà ce qui se passe. Il y a des accidents. Ça, c'est un cas d'un sous-marin américain qui était rentré en collision avec un mont sous-marin qui n'était pas cartographié alors. Oui, c'est vrai. En 2005, oui, c'est vrai. Donc voilà, beaucoup de dégâts, des blessés. Il faut savoir que ces fonds marins ne sont pas connus parfaitement et que ça pose des problèmes dans certains cas. Donc là, on a la première carte globale issue de SWOT qui nous montre une sorte de jeu de données proches de la bathymétrie, mais qui se rapprochent. Alors qu'est-ce qu'on voit là on voit en fait des dérivés de la petite échelle de la bathymétrie en fait. Alors là, il y a une espèce d'épine dorsale, c'est quoi? Ça, c'est les dorsales. Lentement. La dorsale, montrez-nous. C'est quoi alors? C'est une faille? C'est un endroit où est créé le manteau. Les continents s'éloignent les uns des autres. Donc c'est une faille là. C'est une faille, voilà. D'accord. Ça, c'est au fond d'océan. Et en plus de ces failles, il y a aussi, si on peut repasser ce petit film, des montagnes sous-marins, ces fameux monts sous-marins qu'on a envie de connaître avec précision. Et voilà un exemple dans une région très perturbée par la tectonique des plaques et le volcanisme, des monts sous-marins que SWOT a pu mesurer simplement en mesurant les petites dépressions à la hauteur de la surface de l'eau. Ah oui. Voilà, on se balade dans les montagnes comme si on était à l'air libre.
Alors un autre exemple, voilà, on voit mieux les monts sous-marins, mais on voit aussi les collines abyssales, et tout ça va permettre de comprendre la géologie des fonds marins, comment se sont formés les plateaux continentaux. Et grâce à cette précision, donc là on la voit bien, la précision ici, ça c'était avant, on avait beaucoup de bruit sur les données. Grâce à SWOT, on voit beaucoup mieux. C'est comme si on avait mis un filtre ou un meilleur objectif, ce qui nous permet de voir avec une résolution de 8 km. Donc un an de données SWOT nous a permis de mieux faire que 30 ans d'altimétrie classique. Ça, c'est un chiffre important aussi. Un an de SWOT nous a permis de faire mieux que 30 ans d'altimétrie. Un dernier exemple d'utilisation de SWOT, c'est la mesure de la glace de mer. Donc au pôle Nord, au pôle Sud, on a des glaces, de la banquise qui dérivent, des blocs de glace, de la mer qui est gelée. Et en fait, SWOT, contrairement à toutes les attentes, a permis de cartographier ces bouts de glace. Donc on voit la comparaison entre ce qu'on faisait avant, juste un pinceau, où on voyait de temps en temps glace, pas glace, et là on voit vraiment les blocs de glace en image. Et une fois qu'on anime sur plusieurs jours, on arrive à suivre la glace dans le temps, ce qui est aussi une prouesse qui n'avait jamais été égalée avec les autres satellites altimètres. Là, le film, évidemment, il est en boucle. Hein. Il est en accéléré, il est en boucle, on a une image par jour, mais on voit bien le déplacement des blocs de glace chaque jour. Alors tout ça, c'est aussi utile pour la science, pour la météo, mais aussi pour les applications. Je vais finir sur l'océan par cette petite application intéressante, inattendue. Les satellites altimétriques contribuent à la sécurité des navigateurs du Vendée Globe. On a une image de l'océan autour de l'Antarctique, là, avec le Cap Horn ici, et le trajet de tous les navigateurs qui essayent d'éviter les icebergs. Hein. C'est vraiment pour leur sécurité. Il y a des périmètres de sécurité. Et les satellites, notamment les satellites altimétriques, rentrent dans les décisions de course pour fixer les limites en latitude. Donc un cas d'application. Et là, on les voit là, les icebergs. Alors on en voit ici, on voit toute cette partie. Ils sont loin des bateaux. Là ils sont loin des bateaux. Et si on zoome, on voit différentes structures. Voilà, ça donne la vision globale. Il passe quand même assez loin, mais vous voyez que cette image-là, ça a été capturé par un des navigateurs. Il y a des icebergs qui sont dangereux et qu'il faut éviter. Voilà pour cette dernière application sur les glaces de mer. Et on voulait quand même parler de cette aventure humaine. Vous en avez parlé, Madame la sénatrice, tout à l'heure. On tient vraiment à redire que c'est une aventure de plusieurs centaines de personnes qui ont été occupées depuis... Alors on a mis plus de 15 ans, mais en réalité c'est plus de 20 ans. Entre le moment où on a l'idée, le moment de trouver les bons partenaires, de lancer un satellite, de construire, c'est un démonstrateur. Il n'est qu'en un seul exemplaire. On ne fait rien à la chaîne. Ici, on fait des prototypes. Et on essaye. Donc ça a occupé beaucoup de monde et c'est grâce à toute cette grande famille franco-américaine, puis ensuite avec les Canadiens et les Anglais, qu'on a réussi à pouvoir produire ce genre de résultats qu'on vous montre aujourd'hui, et sans parler aussi de toute cette communauté de scientifiques qui étudie les données chaque jour pour nous permettre d'améliorer nos connaissances. Donc on voulait les mettre en avant aussi ce soir. On est deux à vous présenter tout ça aujourd'hui, mais c'est le fruit de plusieurs centaines de personnes et vraiment plusieurs centaines. Et on voulait également parler, donc les satellites mesurent des choses depuis l'espace, depuis très très haut dans l'espace, et on a toujours besoin quand même de vérité terrain, et c'est un vrai pan d'activité puisqu'il faut quand même aller vérifier que le satellite mesure avec précision, avec exactitude. Donc on a mené plusieurs campagnes, que ce soit dans les océans, que ce soit sur les continents ou aussi dans les espaces côtiers. Donc voilà, on voulait juste vous en parler pour vous dire qu'on a également fait le travail de vérification, aussi bien donc sur les océans où on est allé donc équiper des bateaux. Donc ici on vous en montre deux, Thétis et Atalante, qui ont été équipés de plusieurs sondes, également de bouées, pour aller vérifier que les hauteurs des océans, ces tourbillons, tout ce qu'on vous a montré était d'une exactitude vraiment voilà, qui
permettait d'avoir des mesures très précises. Donc, ce sont des bouées instrumentées, hein. Il y a Absolument. des instruments scientifiques à bord, et notamment, j'imagine, du GPS pour dire où elles se trouvent, et ça permet de retrouver les tourbillons qu'on voit depuis l'espace. On les voit aussi depuis la surface de la mer. Hein, donc, Absolument. Absolument. Et également sur les continents, donc sur les rivières et les fleuves, les rivières, les fleuves et les lacs, on a instrumenté soit des ponts, soit on a mis des nappes avec des GPS, soit on est directement allé équiper des bateaux et on a également effectué des vols de drones. Vraiment, on est sûr que cette donnée est fiable et très précise. Et on a donc une initiative qu'on appelle Science Participative. Alors, on l'a fait que sur les surfaces continentales, puisque lorsque vous vous randonnez, par exemple dans les Pyrénées ou mais il y en a quelques-unes aussi sur la côte méditerranéenne, et il y en a partout dans le monde. Si vous rencontrez une petite plaque bleue à côté d'une règle, on vous invite en fait à prendre une photo par vous-même, qui va donc venir attester de la hauteur d'une rivière ou d'un lac, et de l'envoyer à un numéro de téléphone qui correspond vraiment au numéro de téléphone du chercheur qui est en charge de ça et qui vient collecter en fait les données. Et donc, il vient pas justement. Non. C'est justement la donnée vient-elle lui. Qui vient collecter dans le sens où vous l'aidez, mais vous aidez la science en général. Et donc c'est vraiment crucial de participer. C'est une façon ludique de participer à cette science et de venir valider tout ce qu'on peut observer par satellite. Ça évite de déployer donc beaucoup de chercheurs sur place et ça permet de participer. On peut aider, parfait. Voilà. Et donc, il faut bien une slide de fin. On voulait. Sauf que c'est pas fini, hein. on a des questions à vous poser. Une slide. Voilà, on voulait remettre quelques points importants qui nous tenaient à cœur avec Yanis et à toutes les équipes. Donc, en hydrologie, c'est évidemment de bien comprendre cette dynamique des lacs, des rivières, pour encore une fois mieux gérer cette ressource en eau qui est extrêmement précieuse. Et on l'a vu avec des cas d'application comme la gestion des risques avec les inondations. En océanographie, on a pu voir aussi toute la richesse des observations qui est à notre disposition. Et tout ça dans un but de mieux comprendre cette machine océan avec des tourbillons, des courants, des fonds marins, des glaces de mer. Et on en découvrira encore beaucoup d'autres au fur et à mesure que SWOT continuera d'acquérir des observations. Et tout ceci pour mieux comprendre quand même le climat. Parce que le climat, c'est quelque chose de fragile, qui évolue tout le temps. On est dans une période où on observe un dérèglement de ce climat. C'est très important d'avoir de plus en plus de données. Et donc tout ça va nous permettre de mieux comprendre le climat pour avoir des meilleures prévisions du temps, mais aussi du climat. L'océan joue un rôle très très important dans le climat. Hein. Primordial. Considérable. Ouais. Considérable. Et donc tout ça, on vous l'a dit, SWOT, c'est un démonstrateur, c'est vraiment quelque chose en un seul exemplaire. Et grâce à ces formidables résultats, on a pu convaincre l'ESA, l'Agence spatiale européenne, de reprendre ce concept en 2 dimensions pour son futur satellite qui s'appellera Sentinel-3 nouvelle génération. Donc ce sont en fait des satellites qui sont opérés de façon opérationnelle. Nous, au CNES, on s'attache à faire des démonstrateurs qui marchent très bien. Et l'ESA, à travers le programme Copernicus, propose des choses qui sont opérationnelles. Donc tout ce qu'on va pouvoir voir maintenant et les applications qui vont être créées vont pouvoir perdurer dans le temps grâce à cette suite qui a été donc acceptée très récemment et grâce à ces merveilleux résultats que SWOT a pu produire. Donc SWOT, c'est quelque chose qui est quand même en avance de phase, si je puis dire, qui est au top de ce qu'on peut faire. Mais il y a une part de démonstrateur. Hein. C'est la première fois qu'on fait un radar, un interféromètre, radar altimétrique, etc. Et donc l'idée, c'est de tester tout ça. Et ensuite, c'est l'Union européenne, à travers son programme Copernicus, qui pourra fabriquer des satellites qui, eux, seront des satellites inspirés de SWOT, mais qui seront faits pour produire de la donnée toute la journée et puis pour pouvoir fournir cette donnée de façon pratique. Et en temps réel. Et en temps réel. Parce que pour l'instant, on est dans une phase de démonstration. Il y a plusieurs jours entre le moment où on fait l'acquisition et où on restitue. Il y a entre 2 et 4 jours. Et là, le but, c'est de passer en temps réel, en quelques heures. Donc, là, quelques heures, on a les données et elles sont intégrées dans nos modèles. Bon, quelques applaudissements là quand même. Merci à tous. Yanis Faugère et Delphine Leroux. Alors, je suis sûr que vous avez des questions, envie de discuter. On a une question aux personnes pour vous donner le micro. Alors, j'y vais. Allons-y. Alors, on allume. Il est allumé. Ah non, il est sur mute, là. Ça va pas aller, ça. Ça ne va pas. Et voilà, ça marche. Merci pour toutes les informations. Bravo pour ce travail.
Alors moi, mes questions vont être complémentaires. C'est le modèle économique. Est-ce qu'on peut savoir combien a coûté SWOT, ouais. Oui. Qui a payé l'investissement? Est-ce qu'un pays ou un faisceau de pays? Et la vente des informations fournies par permet-elle un retour partiel sur investissement? Alors, on a oublié de préciser, toutes les données qui sont acquises par le satellite SWOT sont libres et gratuites. C'est de la recherche, hein, donc en général, les données de la recherche, surtout dans le spatial d'ailleurs, c'est de la recherche publique, hein, donc c'est fait pour être utile. De la même façon que tout le programme Copernicus, qui est financé par le programme européen, sont gratuites et libres d'accès. À tous les pays du monde, y compris non européens. Pour l'instant, oui. Parce que faut pas nous embêter quand même trop. Non. L'objectif, c'est que ce soit ouvert au plus grand nombre. On parle de science. Et même des entreprises s'en servent pour faire des services, pour essayer de transformer et rajouter encore plus de valeur à de la donnée en répondant à des besoins. Par exemple, est-ce que je dois irriguer? Est-ce que je dois passer par telle route? On a vu les tourbillons pour économiser du carburant. Donc le modèle économique, les données sont gratuites. C'est du scientifique avant tout. Et pour le coût, c'est environ 1 milliard d'euros pour le satellite de SWOT. Moi j'ai lu 1,2, mais voilà. Ouais, pour environ. J'ai arrondi. Et qui a été financé en grande partie par la France et les États-Unis. Voilà. États-Unis, c'était un partenariat avec les États-Unis et l'agence. La NASA. Voilà, NASA, ouais. Il y a eu un plan d'investissement d'avenir qui a beaucoup contribué au programme SWOT et qui nous a permis justement de développer cette petite pépite qui fonctionne merveilleusement bien. Oui. Qui d'autre voudrait... Est-ce qu'on a des mains qui se lèvent là dans l'assistance? Je ne vois rien, moi. Alors moi j'ai une question peut-être. Ah bah ici, madame, et puis une autre personne. Bonsoir. Allez-y, je vous en prie. Oui. Moi j'aimerais, j'ai peut-être pas percuté, vous avez peut-être expliqué. Il y a tellement de choses qui ont été dites. La naissance des courants. Comment naissent un courant? Qu'est-ce qui provoque les courants? Donc Comme le Gulf Stream, par exemple. Où est-ce qu'il naît? Bon, on a vu à peu près son parcours, mais il doit bien avoir un point de naissance. Et comment s'explique ce point de naissance? Il n'y a pas de point de naissance, c'est un phénomène continu. Et en fait, c'est sous l'action de différentes forces. La force thermique avec les gradients de température, le vent, force mécanique. Attendez. On vous parle de mouvement, vous nous parlez de chaleur. C'est quoi le lien? Comment naît un courant? Voilà. Ah mais attendez, là, il commence à répondre, madame. Parce qu'il vous a dit qu'il n'y a pas de naissance. Non mais c'est très bien. Ce qu'il vous a dit, c'est qu'il n'y a pas de naissance. C'est tout le système qui bouge. Donc, oui, alors quel est le lien entre un mouvement d'eau et puis de la chaleur? Voilà, s'il n'y avait pas de vent, pas de soleil, et que la Terre ne tournait pas, il n'y aurait pas de courant. Bon. Mais voilà, il y a tout ça, et c'est toutes ces forces en jeu qui animent l'océan en créant des boucles sur tous les océans. En Atlantique, c'est le Gulf Stream, dans le Pacifique, c'est le Kuroshio. Et voilà. Donc. Ce que vous comprenez aussi, c'est qu'un courant, il part, etc. Mais enfin, il y a une boucle là aussi, non? Il y a les masses qui se distribuent, voilà, c'est ça. en horizontal, mais aussi en vertical. Donc, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, madame. C'est qu'il y a aussi des courants sous-marins qu'on ne voit pas à la surface. Il y a des courants sous-marins. Il y a un cycle, le Gulf Stream, il va se séparer en deux à la fin de son trajet. Quand il arrive vers l'Europe. Voilà, et il y a une partie qui part vers le nord et qui va replonger pour constituer ce qu'on appelle le fameux tapis roulant des océans. Le conveyor belt. Donc, attendez, madame. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est, voilà, vous voyez un courant en surface, mais il est tout à fait possible qu'en réalité, les eaux plongent, parce qu'elles se refroidissent, par exemple. Une eau froide, elle est plus dense, et donc elle va avoir ici une eau saline aussi, les eaux salées, elles ont tendance à plonger aussi, et ça va remonter ensuite, et donc vous avez des boucles comme ça. Ce qui est important, c'est que SWOT nous permet de voir
une partie des courants. Il ne nous permet pas de voir tous les courants. Il y a des courants, par exemple, les courants dus au vent ne génèrent pas de... au vent, qui sont dus au vent. Qui sont dus à l'action du vent sur la surface, ne génèrent pas des différences de hauteur. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'autres satellites, d'autres technologies. Et je crois que c'était la première conférence de ce cycle-là qui a parlé justement de la mission Odyssey, qui allait nous permettre de mieux comprendre les courants en mesurant d'autres paramètres de l'océan. Bon, on a bien répondu, madame, là, quand même, non ? Non, elle n'est pas contente. Ah bah c'est comme ça, on peut pas. Oui. Non, ça va aller. Alors, si vous voulez continuer, madame, il faut parler dans le micro. Non, c'est bon ? Non, c'est bon. Alors, c'est bon, très bien. Non, alors, je me demandais aussi, parce qu'il y a des éruptions au niveau de la croûte terrestre, tout à fait au fond des océans. Des éruptions volcaniques, vous voulez dire ? Des petites éruptions, oui. Des petites, pas des volcaniques, des petites. Non, les volcaniques... Qu'est-ce que vous voulez dire, madame ? Des éruptions ? Oui, parce qu'il y a de la vie au fond des océans. Ouais. Il y a des sources de chaleur. Ah oui, des sources de chaleur, absolument. Oui. Puisqu'on a vu des crevettes, on a vu plein de choses. D'accord. Est-ce que ça participe aussi, puisque c'est un mouvement thermique ? Est-ce que ça peut participer aussi, finalement, après l'évolution d'un courant en surface ? Ce sont des phénomènes très locaux. Très locaux, donc... ça compte pas pour grand-chose. Pas pour grand-chose, non. Par rapport au soleil, non, quand même. Et il y avait monsieur ou madame, monsieur derrière. Bonsoir, Anton Assoun. Merci pour la qualité des informations et merci pour la qualité de l'animation, je le souligne. J'ai deux questions. Alors, la première, au tout début, dans les premiers slides, vous avez indiqué la quantité d'eau salée par rapport au globe, si j'ai bien suivi. Et ce qui m'a beaucoup étonné, j'ai toujours cru que là, on était sur une planète bleue, et j'ai cru comprendre que du coup, la quantité d'eau était très minime par rapport au globe terrestre. Est-ce que j'ai bien compris ? Ça m'a surpris. Et là... Alors, on va déjà répondre à ça, vous allez voir. Donc, vous êtes surpris de la petitesse de cette... Et c'est pour ça que c'est très précieux. C'est qu'on était une planète bleue, du coup. Et oui, 70% de la surface de la Terre est effectivement recouverte par l'eau. Mais finalement, en termes de volume, c'est pas très profond. En moyenne, je crois que c'est 3,4 km ou moins de 4 km. La proportion est vraiment bluffante, ouais, c'est vrai. Et oui. Et oui, c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Donc c'est vraiment une goutte sur une orange, là. Les proportions, c'est, voilà, j'ai une goutte sur une orange ou sur une pomme, quelque chose comme ça. Mais ça, c'est les eaux, toutes les eaux, y compris les eaux salées, hein, vous avez compris ? Ça, c'est toutes les eaux. Oui, la gouttelette à côté, ça, c'est que les eaux... fraîches. Douces, voilà, c'est l'eau douce. Et alors, les eaux douces... Uniquement rivières et lacs, c'est ce tout petit truc. Qu'on peut récupérer. Mais alors, c'est quoi d'autre alors Ah oui, c'est les calottes, etc. Oui, voilà, exactement. Il y a les eaux souterraines et les calottes. Alors, la mini gouttelette, je la vois même pas là, moi d'ici. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez, mais moi je la vois pas. Vous vouliez poser une autre question, monsieur ? Et la deuxième question, donc, ça serait quelle serait la conclusion basique, hein, pour moi qui suis néophyte, la conclusion de vos recherches et des données ? Est-ce qu'elles sont plutôt positives ou négatives ? Est-ce qu'il y a des conclusions qui sont tirées sur la quantité d'eau, la qualité de l'eau, la suite qui peut nous attendre ? Une des premières conclusions qu'on peut avoir au bout de 2 ans de vie du satellite, c'est qu'on sait bien mieux mesurer la hauteur d'eau qu'il y a 2 ans. Voilà, donc ça c'est déjà un énorme résultat. Et on a vu que, voilà, notamment sur la carte des fonds marins, on a des articles scientifiques qui commencent à sortir dans Science, dans Nature, donc des résultats scientifiques fondamentaux qui commencent à sortir juste après 2 ans. Et on peut imaginer que dans 10 ans, après 10 ans de mesures, on aura vraiment une multitude de trouvailles scientifiques grâce à SWOT. Donc on voit les premiers sortir et on est sûr que voilà, on en aura beaucoup à l'avenir. Je pense qu'on peut dire que ça fait 2 ans, mais on n'est qu'au début de l'histoire. Donc les conclusions, on va les avoir au fur et à mesure et on va apprendre beaucoup. Merci. D'autres interventions peut-être ? Je vous en prie, monsieur. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le phénomène El Alors c'est El Niño. Niño. Oui, El Niño. El Niño, voilà, c'est qui veut dire le petit enfant, le bébé, hein, l'enfant. Et la niña, c'est la petite fille. C'est un phénomène voilà, assez complexe là, qui met en jeu des mouvements atmosphériques et des mouvements dans l'océan. Et donc qui
qui arrive de façon qu'on appelle interannuelle, donc de façon irrégulière, tous les 3, 4 ans, 7 ans. On a des changements de régime de vent dans la région du Pacifique équatorial, à cette région-là, qui font que on va passer qui font que les eaux s'accumulent ici, dans cette région, donc à la fois en hauteur et à la fois en chaleur. Et Ce sont des eaux chaudes. D'un seul coup, on voit une espèce de langue d'eau chaude qui apparaît, hein, c'est sur des mois et des mois, hein, bien sûr. Et cette localisation à cet instant précis de toute cette masse d'eau et d'énergie, c'est cette énergie qui va profondément changer la météo, le climat de toutes les régions aux alentours. Voilà. Alors, la météo, le climat, donc la pêche, il y a plus de tempêtes pendant les Niños ou les Niñas, je ne sais plus. Enfin, on peut même voir un effet sur les moussons, donc c'est vraiment, ça influe sur la météo, même sur nos continents. Et donc c'est un phénomène qu'on appelle pendulaire, je crois, parce que ça n'apparaît pas pendant 7 ans, et d'un seul coup, voilà, ça dure de 2 ans, et puis ça repart, et phénomène pendulaire, voilà, c'est phénomène climatique, comme ça. D'autres interventions peut-être? Oui, monsieur. Une dernière question. Est-ce que vous pensez que les participants du Vendée Globe se servent de vos mesures, informations pour aller de plus en plus vite au niveau des bateaux? Ah oui, puis pour les courants, alors, avec les utilisent ça pour les courants? Les courants sont finalement assez minoritaires par rapport à la vitesse des bateaux et c'est beaucoup le vent quand même qui va. Ils vont tellement vite que finalement, les courants, 1 mètre seconde de courant, ça va pas faire la différence. Par contre, par rapport au vent, c'est sur la détection des glaces, comme je l'ai montré, que les satellites, altimétriques vont être utiles aux navigateurs pour éviter les icebergs, mais pas forcément sur les courants marins. Merci. Alors, on va prendre d'autres interventions, mais une petite question quand même. Il y a quelque chose dont on n'a pas tellement parlé, c'est l'élévation du niveau des océans. Je crois que c'est 4 mm par an en général. Au niveau global, oui. Au niveau global, c'est dû à la fonte des glaces, calottes polaires, glaciers, ce genre de choses-là. Il y a plusieurs contributions. Ouais. Il y a la dilatation de l'océan. Alors ça, c'est un autre phénomène. Voilà. Alors commençons déjà par les glaces. Donc il y a les glaces qui fondent. Les glaces, alors il y a les glaciers des Alpes par exemple qui fondent. Il y a les calottes polaires, donc le Groenland qui va fondre, l'Antarctique qui commence à fondre aussi. Bon, c'est progressif. Hein. Voilà. Et ça, ça contribue à hauteur du millimètre par an. Sur les 4 mm par an donc il y a plus d'eau liquide dans les océans, donc évidemment ça prend plus de place. Les glaces fondent et ça fait gonfler les océans avec un apport de masse. Ça c'est le premier phénomène. Et l'autre phénomène, c'est le phénomène thermique. L'eau se réchauffant prend plus de place. Comme il y a du réchauffement climatique, les températures moyennes à la surface du globe augmentent. Et donc les eaux sont de plus en plus chaudes. Hein. Voilà. Et on a un autre contributeur qui est cet effet thermique à la hauteur des océans, au niveau d'1 millimètre par an aussi également. Et la somme. Parce que ce qu'il faut comprendre, là, c'est que encore une fois, c'est qu'une eau plus chaude, elle se dilate, elle gonfle, si je puis dire. C'est ça. Et 4 mm par an, c'est en global. Il y a des régions où c'est plutôt 10 mm par an. Voilà. Il y a des régions océaniques. Il y a des régions océaniques. Et en fait, je prends 10 mm par an. Voilà, ça dépend vraiment de la zone. Et la chose qui est un peu inquiétante, c'est que c'est en accélération. Quand j'ai commencé à travailler, dans les années 2000, on était plutôt à moins de 3 mm par an. Là, on est à plus de 4 mm par an. Donc, on a une accélération notable et qui dépend en plus de la région. Et ça, vous pouvez la mesurer avec... SWOT, cette élévation progressive annuelle du niveau des mers? SWOT n'a pas été conçu pour le climat. Il a été conçu pour des phénomènes aussi lents et globaux. Par contre, il va beaucoup aider à raffiner la compréhension de l'élévation du niveau de la mer en côtier, puisqu'on peut faire des mesures plus résolues, plus précises, on peut se rapprocher plus des côtes et estimer les impacts des courants côtiers, les impacts des tempêtes. Et à ce titre-là, il va permettre après accumulation de plusieurs années, de comprendre l'évolution du niveau des mers près des côtes. Alors comment vous voyez les choses pour Nice?
Ça c'est dans les projections. Aujourd'hui, la Méditerranée, elle monte peut-être un peu moins vite que la moyenne. On est un peu la moyenne au niveau global mondial, d'accord. Mais c'est quelque chose qui, voilà, il y a différents phénomènes en jeu, et cette accélération, voilà, va faire monter de plus en plus, même à Nice, voilà, il y aura un risque d'élévation qui va causer des problèmes. On en avait beaucoup parlé lors de la précédente séance, et même de celle d'avant encore, et on avait vu comment on pouvait essayer de devenir de plus en plus résilient sur les territoires et les littoraux. D'autres interventions peut-être? Il y a madame à gauche. Bonsoir, justement je profitais de cette photo. J'ai une question sur CO2. On sait que les CO2 qui sont émissionnés dans l'atmosphère, il va mettre 100 ans pour disparaître. Et l'océan, c'est le grand réservoir pour absorber les CO2. Et donc, j'aimerais bien savoir, avec votre recherche, est-ce que ça inclut des études sur émissions CO2? Alors peut-être réexpliquer, vous avez très bien expliqué, mais redire de façon, prendre un petit peu de temps, parce qu'on n'a pas, c'était oui. Parfait, madame. Juste réexpliquer le CO2. J'ajoute, parce que en fait c'est NASA. Ils ont fait, peut-être c'était il y avait 10 ans, ils ont fait une recherche avec des photos sur le mouvement de CO2. Et donc, on peut voir le mouvement de CO2 qui vraiment c'est mouvementé, ça ne va pas concentrer on va voir justement. En endroit. Ouais, donc CO2, il y en a de plus en plus dans l'atmosphère. Ça, c'est les émissions voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grande partie des émissions de CO2 qui sont produites par, et c'est un gaz à effet de serre évidemment, qui sont en fait absorbées par les océans. Il y a 30% de ce qui est émis par l'homme. Les activités humaines, qui va aller être absorbé et être transféré dans les profondeurs des océans. Donc voilà, si on n'avait pas l'océan, on aurait encore plus de carbone dans l'atmosphère et un réchauffement encore supérieur. Incroyablement supérieur. Et SWOT participe à cette compréhension, puisque je parlais d'échanges verticaux, et SWOT va nous permettre de comprendre comment la surface échange avec les fonds marins. On a d'autres satellites qui mesurent le plancton et qui sont aussi fixateurs de carbone, donc qui sont beaucoup plus dédiés à l'étude du CO2. Mais SWOT par son apport d'informations sur la dynamique des océans, va aussi nous aider à comprendre comment le carbone circule dans l'océan et est stocké. Encore une ou deux petites questions avant, il sera bientôt l'heure de se quitter en plus. Je n'ai pas en fini. Alors, allez-y madame, allez-y madame. Et puis après, on a une question aussi. J'ai encore une deuxième question, mais deuxième question peut-être c'est pas très intelligente. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, l'eau douce, la surface de l'eau douce, ça rétrécit de plus en plus. Mais avec le réchauffement, peut-être la surface de la mer, ça augmente. Ou ce n'est pas la surface qui augmente, plutôt c'est l'eau qui a plus. J'ai compris. Avec des études que vous avez faites, si j'ai bien compris, c'est pour mesurer une variation et évolution d'eau. Ouais. Alors on va écouter Delphine Leroux. C'est en fait une question de recherche très actuelle que vous posez là. Donc je ne pourrais pas vous donner de réponse. Mais il y a des chercheurs évidemment qui... La question que j'ai compris, c'est finalement, est-ce qu'il y a une évolution du stock d'eau sur Terre ? Et est-ce qu'il y a un changement de ce stock d'eau avec le changement climatique? Et des eaux douces. Des eaux douces en particulier. SWOT tout seul ne répondra pas à cette question, mais il va y contribuer de façon majoritaire puisqu'on va pouvoir voir exactement le stock d'eau à la surface. On n'en est qu'au début à essayer de trouver les volumes d'eau exactement, avec tous ces millions de lacs et toutes ces rivières. Aussi, hein. Et de pouvoir également, donc les volumes de glace sur les calottes et également dans nos montagnes. Et on va pouvoir combiner ça avec d'autres observations satellites qui vont regarder les eaux en souterrain, de regarder également les eaux dans les premiers centimètres du sol. Et c'est cette combinaison de connaissances qui va nous permettre de répondre à votre question qui est vraiment très actuelle et à laquelle on ne sait pas encore répondre, mais pour laquelle on mène beaucoup de recherches.
À savoir où en est le stock d'eau douce. On a une question ici de monsieur. Alors, merci pour la présentation. Ma question, c'est un peu technique. Concernant la résolution temporelle, c'est 21 jours et la spatiale, c'est combien pour la résolution? Et pour les données, si on aura les données, et ce sont brutes ou bien traitées? Merci. Alors, résolution spatiale, ça veut dire on a un point tous les combien, et donc monsieur dit au même endroit, on repasse tous les 21 jours. Donc on a un point tous les 21 jours, si je puis dire. Alors, il y a aussi des revisites, parce que là, on voit par exemple les traces ascendantes, mais on a aussi, alors là, c'est les traces ascendantes, et on a aussi des traces descendantes ici. Donc, on peut avoir une revisite beaucoup plus fréquente que 21 sur jours. Certains endroits. Sur certains endroits, notamment au pôle, puisque les traces, on voit qu'elles sont beaucoup plus resserrées au niveau des... C'est un satellite avec une orbite polaire. Voilà, c'est ça. Alors, on tourne autour des pôles, donc à chaque fois qu'on fait un tour, on repasse au-dessus du pôle. Voilà. Mais voilà, ça, c'est un petit peu la limite du satellite, c'est la revisite temporelle. C'est pour ça que le futur Sentinel 3 nouvelle génération, donc le futur satellite de l'Union européenne, il sera composé d'une constellation de 2 satellites, justement pour pallier à cette petite limite. Donc 2 satellites, donc il y aura des revisite. Il y aura des revisites plus fréquentes. Fréquentes. Et pour ce qui est des résolutions spatiales, sur océan, on arrive à voir des phénomènes au niveau du kilomètre. Les produits sont à 250 mètres de résolution, ce qu'on appelle les produits basse résolution. Sur continent, c'est encore plus élevé. C'est-à-dire que si j'ai un tourbillon qui est plus petit que 250 mètres, je ne le verrai pas, c'est ça? Alors, 250 mètres, c'est une résolution théorique, mais comme ça faisait aussi partie de la question, il y a beaucoup de traitements. Il y a, dans toute mesure, on a une erreur de mesure. On a ce qu'on appelle du bruit de mesure, un bruit blanc qui est associé qui vient entacher la grandeur qu'on essaye de mesurer. Donc il y a énormément d'étapes de traitement pour arriver à cette résolution finale. Et au final, on est à plus de 250 mètres. Le 250 mètres, c'est un peu la théorie. On est plutôt au niveau du kilomètre, dans ce qu'on arrive à mesurer. On voit des phénomènes sur océan. Ouais. Voilà, et c'est un peu différent sur les continents. Sur le continent, c'est mieux. Oui, c'est mieux. On est plutôt de l'ordre de quelques mètres sur les... Attendez, vous m'avez dit qu'on avait un point, mais il fallait que ma rivière elle fasse plus de 50 mètres. Là, vous me dites... Voilà, parce qu'on va avoir plusieurs points, mais ces points sont bruités. Et évidemment, on y fait beaucoup de traitements pour avoir le signal le plus propre possible et arriver justement à distinguer. Donc, on avait conçu l'instrument pour 100 mètres. Il marche très bien à 50 mètres. Et dans les cas très favorables, on arrive à voir donc, le canal du Midi de 20 mètres. Donc, on est vraiment sur des résolutions de quelques mètres. Et après beaucoup de traitements, de pouvoir justement voir ces tout petits objets. Alors, il va bientôt être l'heure de se quitter. Est-ce qu'il y a une dernière intervention, monsieur? Oui, bonsoir et merci pour toutes ces informations. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait des centaines de personnes qui ont travaillé pour l'élaboration de SWOT. Maintenant, ces personnes, en fin de compte, elles planchent sur quoi? C'est quoi la suite par rapport à ce qu'on vient de voir? Un nouveau satellite qui aurait... Quelle mission? Et donc, qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors oui, la question est large, mais si on parle par exemple du CNES, comme disait Delphine en introduction, le CNES est une agence de R&D et on cherche à travailler sur recherche et développement, et on cherche à travailler sur vraiment les satellites qui sont innovants. Donc maintenant, le CNES a participé au développement de SWOT et le programme passe côté Copernicus à l'Europe pour la suite. Maintenant, par exemple sur Océan... Passe à l'Europe, ça veut dire encore une fois pour créer un satellite Sentinelle, c'est-à-dire qu'un satellite qui sera opérationnel. C'est plus juste pour faire de la recherche, essayer de bien comprendre comment fonctionne notre incroyable radar tout nouveau. Voilà. Maintenant, on va vouloir avoir des satellites qu'on va vraiment utiliser pour être directement utile pour le climat, etc. Donc, le CNES va être impliqué dans ce nouveau satellite-là, mais par exemple sur Océan, et ça a été présenté dans le cycle de conférence, le CNES travaille sur des instruments capables de mesurer l'ensemble des courants marins, ce que fait en partie SWOT, mais pas complètement. Donc c'est sur une autre technique de diffusiométrie, avec des instruments qui n'ont jamais été réalisés jusqu'à présent. Donc sur Océan, c'est une des pistes là, pour les satellites futurs. Et il y a aussi d'autres pistes. Yanis Fogère vous dit on va faire mieux, monsieur. Voilà.
Alors, je vous propose de nous arrêter là peut-être avec une dernière question, parce qu'on a cité quand même un partenaire essentiel, souvent dans les missions spatiales, c'est la NASA. Alors, comment est-ce que vous voyez, pardon de ce léger nuage, peut-être pour terminer, mais comment vous voyez la suite là, de ce partenariat avec la NASA autour de SWOT? Là, on parle de SWOT. Alors sur SWOT, voilà, qui est un projet qui est engagé, décidé, c'est pas sur ce programme-là qu'on a le plus d'inquiétude. Qu'est-ce qu'ils font là aujourd'hui, la NASA? Vous avez conçu la mission ensemble, hein, évidemment, mais aujourd'hui, si la NASA disait j'arrête, qu'est-ce que... Aujourd'hui, voilà, on n'a pas ce genre de message. Si on l'avait. En tout cas, ils font quoi aujourd'hui, la NASA? Ils font les traitements des produits de très bas niveau. Donc c'est-à-dire qu'on va transformer les 0 et les 1 en quelque chose de un peu plus physique. Ils travaillent la donnée pour la rendre utilisable. Voilà. Ils ont aussi des rôles très importants dans l'opération de l'instrument. Donc aujourd'hui, si la NASA arrêtait SWOT, on serait bien embêté. Ah, bien embêté, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, pour piloter l'instrument à distance, ça se passe aux États-Unis, ça se passe pas à Toulouse. Hein. Ouais, c'est partagé. Donc, d'accord. Bon, on serait bien embêté. Voilà, d'accord. Et donc, vous vouliez élargir éventuellement à autre chose que SWOT? Alors oui, sur les futurs programmes, aujourd'hui, ça c'est ce qu'on découvre dans les médias un peu tous les jours. Il y a des incertitudes. Voilà. Il y a des incertitudes sur les volontés de la nouvelle équipe dirigeante de mettre des budgets sur la science, de manière générale, et sur l'observation de la Terre en particulier. C'est le domaine qui nous concerne. Donc il y a des incertitudes. Et aujourd'hui, il faut qu'on vive avec ces incertitudes, notamment à la direction stratégie du CNES. C'est quelque chose qu'on suit attentivement. Et qui nous occupe. D'accord. Est-ce qu'il faut rappeler quand même que SWOT, c'est donc un satellite altimétrique, hein, on étudie l'altitude, mais ça fait 30 ans qu'on fait ça et qu'on le fait avec les États-Unis. Ça commence avec Topex Poséidon, il y a eu tous les jasons, et maintenant SWOT. Et alors que ça puisse se terminer comme ça, évidemment, ce serait un crève-cœur. Bon, alors voilà, les Off de l'Inox, c'est terminé. C'était le 6e conférence de ce type, mais c'est pas tout à fait terminé en réalité, parce que le 24 mai, là je vous engage vraiment à noter cette date, le 24 mai, c'est un samedi, au Parc Phoenix. Vous allez avoir des animations toute la journée autour de cette thématique océan et satellite, avec des conférences, des jeux, et ce sera avec l'Esprit Sorcier. L'Esprit Sorcier avec Fred Courant, vous savez, qui travaillait à l'émission C'est pas sorcier, très très célèbre. Donc le samedi 24 mai, toute la journée, au Parc Phoenix, allez donc y faire un tour. Il va faire beau et ça va être passionnant, donc il faut surtout en profiter. J'ai l'impression qu'au cours de toutes ces conférences, on a compris à quel point les océans jouaient un rôle essentiel dans nos vies, en captant le CO2 de l'atmosphère, en absorbant une grande partie de l'excès de chaleur dû à l'effet de serre. Les océans sont aussi le siège de phénomènes considérables comme l'élévation de leur niveau. Eh bien, on a besoin des satellites. Ils constituent une réponse à ces défis parce que, en fait, ils se situent sur une sorte de balcon, hein, une sorte de promontoire pour observer tous ces phénomènes d'en haut. Ils embrassent la planète tout entière et puis ils permettent d'étudier les océans, de mieux les comprendre, d'anticiper leurs réactions, leurs accès de colère. On l'a vu avec SWOT ce soir et puis on l'a surtout vu avec Delphine Leroux et Yanis Fougère. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Et puis on se retrouve donc le samedi 24 mai au Parc Phoenix. Très bonne soirée, au revoir.